Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle histoire. Prenez un moment pour nous dire d'où nous écoutez-vous ce soir, quelle ville, quel pays, et faites-nous savoir quelle température il fait chez vous. Cela nous aide à imaginer où vous êtes pendant que nous partageons ensemble ce récit glaçant. Dans les profondeurs poussiéreuses des archives municipales de Marseille, en septembre 2007, Sophie Durand découvrit un journal qui changerait à jamais la compréhension de l'histoire sombre de la ville. Parmi des documents fiscaux du XXe siècle, elle trouva un journal relié en cuir usé aux pages jaunies par le temps. L'écriture était précipitée, presque désespérée. Les premiers mots glacèrent son sang. Aujourd'hui, nous en avons enterré 7 de plus dans la fosse commune derrière le jardin. Personne ne demande où ils sont passés. Que les âmes de ces innocents me pardonnent de n'avoir pas eu le courage d'empêcher le mal dont j'ai été témoin, mais au moins je peux témoigner de leur existence. Le journal appartenait à Isabelle Mercier, et ses annotations méticuleuses révélaient une vérité délibérément effacée des registres officiels de la ville. Marseille, en 1938, était une ville marquée par la tension politique qui dominait toute l'Europe. L'ombre de la guerre planait sur le continent, et le port méditerranéen recevait un flux constant de réfugiés fuyant les régimes autoritaires. La ville croissait de manière désordonnée, et avec cette croissance venait un nombre alarmant de personnes marginalisées, des enfants orphelins errant sur les quais, des familles dormant sous les ponts, des malades mentaux abandonnés dans des asiles surpeuplés. C'est dans ce contexte que la famille Villeneuve décida d'investir sa fortune considérable, construite sur 3 générations grâce au commerce de vins et d'huile d'olive, dans une œuvre qui, selon leurs déclarations publiques, apporterait dignité aux plus vulnérables. Les Villeneuve étaient des commerçants astucieux qui avaient prospéré entre les 2 guerres mondiales. Édouard Villeneuve, le patriarche de 62 ans, cultivait soigneusement l'image d'un philanthrope catholique exemplaire. Il avait 4 enfants, Philippe, médecin formé à la Sorbonne, Lucien, responsable des affaires, Henriette, mariée à un avocat influent, et Antoine, obsédé par la psychiatrie. La construction débuta en 1936 dans le quartier périphérique de Saint-Antoine, loin du centre élégant. L'édifice de 4 étages en pierre calcaire grise avait des fenêtres étroites et hautes, qui rappelaient davantage une prison qu'un lieu de soins. Un mur de 4 mètres entourait hermétiquement la propriété, l'isolant des regards indiscrets. L'hospice fut inauguré en mars 1938 avec une cérémonie fastueuse, réunissant autorités, clergé et journalistes. Monseigneur Dubois bénit les installations et prononça un discours sur la compassion chrétienne. Édouard promit que ce serait un refuge pour ceux que la société avait oubliés, où ils recevraient abri, nourriture et soins médicaux de haute qualité. Les journaux publièrent des articles élogieux présentant les Villeneuve comme un exemple de philanthropie. Officiellement, l'hospice était destiné aux personnes âgées sans famille, aux malades chroniques abandonnés et aux individus souffrant de troubles mentaux légers. Les critères semblaient simples: recommandation du clergé ou d'une autorité médicale, absence de famille capable de subvenir à leurs besoins et soumission aux règles de l'institution. En juin 1939, 3 mois avant la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Mercier fut engagée comme infirmière. Âgée de 27 ans, fille d'un pharmacien décédé, elle avait interrompu ses études à Paris pour s'occuper de sa mère tuberculeuse. Après la mort de celle-ci, elle se retrouva seule et sans ressources. L'annonce de l'hospice semblait providentielle. Lors de l'entretien, Philippe Villeneuve insista sur l'importance d'une discrétion absolue. « Vous comprenez bien, mademoiselle Mercier, nos pensionnaires sont souvent dans des états qui peuvent choquer les personnes non initiées. Nous pratiquons ici des méthodes thérapeutiques modernes, pas toujours comprises par le public. Il est donc essentiel que notre personnel sache garder la confidentialité sur tout ce qu'il observe, même ce qui pourrait sembler inhabituel. » Isabelle, ayant besoin de ce travail, signa le contrat. Les premières semaines se déroulèrent sans incident majeur. Isabelle s'occupait des personnes âgées et des malades chroniques dans l'aile Est qui semblaient relativement bien traités.
Mais elle remarqua une atmosphère pesante. Les pensionnaires parlaient peu, gardèrent les yeux baissés quand un Villeneuve passait. Les employés étaient distants, accomplissant leurs tâches mécaniquement. Ce qui commença à la troubler fut l'existence de l'aile ouest et du sous-sol, section strictement interdite au personnel non autorisé. Seuls Philippe, Antoine et 2 infirmiers spécifiques y entraient. Quand elle posa des questions, une collègue répondit sèchement « Ce ne sont pas tes affaires. Ne pose plus jamais de questions si tu tiens à garder ton emploi. » Un matin chaud d'août, apportant des draps près de la porte séparant les ailes, Isabelle entendit des gémissements provenant de l'aile ouest. Elle s'approcha et posa son oreille contre la porte. Elle distingua plusieurs voix suppliant en français et en langues étrangères. Soudain, la voix autoritaire de Philippe couvrit toutes les autres. Silence. Le traitement sera plus efficace si vous restez calme. C'est pour votre bien. Les jours suivants, Isabelle observa discrètement. Elle remarqua un schéma. Plusieurs fois par semaine, une voiture noire arrivait par l'entrée arrière. Des personnes affaiblies en descendaient et étaient rapidement conduites à l'intérieur, évitant les zones fréquentées. Ces nouveaux arrivants n'apparaissaient jamais dans les registres officiels. Une nuit étouffante de septembre, incapable de dormir, Isabelle descendit pour boire de l'eau. Elle vit de la lumière sous la porte du sous-sol, légèrement entr'ouverte. À travers la fente, elle aperçut Marcel et René, transportant ce qui ressemblait à un corps enveloppé dans un drap taché. « C'est le 3e cette semaine », murmura Marcel. « Le docteur Philippe dit d'accélérer le rythme avant la guerre. Après, ce sera plus difficile de se débarrasser des preuves. » René acquiesça. « Moins on en sait, mieux c'est. On fait notre travail, on touche notre prime et on ferme nos gueules. » Isabelle, tremblante, remonta dans sa chambre sans l'eau qu'elle était venue chercher, le cœur battant violemment. Confuse et angoissée, Isabelle passa une nuit blanche. Devait-elle alerter les autorités? Mais que leur dirait-elle? On pourrait expliquer cela comme des décès naturels, mais ces mots sur « accélérer » et « éliminer les preuves » suggéraient quelque chose de bien plus sinistre. Elle décida d'en savoir plus avant d'agir. Durant les semaines suivantes, elle développa une routine d'observation clandestine rigoureuse. Elle notait tout dans un carnet caché dans la doublure de son uniforme, arrivée de la voiture noire, mardi et jeudi, 19h, 20h30, elle compta 14 personnes amenées en un mois sans aucun enregistrement. Plus troublant, des pensionnaires réguliers de l'aile et disparaissaient sans explication. On disait qu'ils avaient été transférés ou que des parents les avaient réclamés. Des explications qui sonnaient faux. En octobre 1939, avec la France en guerre, l'atmosphère devint encore plus oppressante. Les visites de Philippe et Antoine à l'aile ouest devinrent plus fréquentes, transportant des mallettes lourdes. Un après-midi pluvieux, profitant d'un moment d'inattention, Isabelle subtilisa un trousseau de clés. Les mains tremblantes, elle essaya plusieurs clés avant de trouver la bonne. La porte s'ouvrit avec un grincement qui lui parut assourdissant. L'odeur qui l'assaillit était insoutenable, désinfectant, urine, excréments, et quelque chose qui évoquait la décomposition. Le couloir avait des portes métalliques avec de petites fenêtres grillagées. Elle s'approcha de la première et regarda. Dans une cellule minuscule, une femme d'une trentaine d'années était allongée sur un lit de fer, les poignets et chevilles attachés par des sangles de cuir qui avaient marqué sa chair. Son crâne était partiellement rasé, couvert de bandages sales tachés de sang. La femme tourna la tête. Son regard transmettait une détresse si profonde qu'Isabelle dut se retenir à la porte. Les lèvres gercées remuèrent faiblement, suppliant qu'on l'aide. Se forçant à continuer, Isabelle regarda d'autres cellules. Un jeune homme se balançait compulsivement, murmurant dans une langue inconnue. Son dossier indiquait « Sujet 47, observation post-traitement expérimental, phase 3 ». Un homme plus âgé était couvert d'ecchymoses et de marques ressemblant à des brûlures circulaires. Une adolescente maigre, peut-être 16 ans, était recroquevillée en position fétale, les yeux vides fixant le plafond. Les 12 cellules contenaient des personnes en souffrance extrême, portant des traces d'intervention médicale brutale.
Isabelle n'eut que le temps de sortir et de se cacher avant de voir Antoine passer avec un homme corpulent à l'accent allemand. Elle entendit des fragments. Les résultats des injections sont encourageants. 2 sujets ont survécu, nous donnant 17% de réussite. Avec les ajustements des dosages, nous devrions améliorer ces chiffres. L'Allemand répondit « Excellent. Mon institut à Berlin sera très intéressé. La guerre nous offre des opportunités uniques pour avancer la science au-delà des contraintes morales habituelles. » De retour dans sa chambre, Isabelle s'effondra. Elle venait de comprendre l'horrible vérité. L'hospice n'était pas une institution charitable, mais un laboratoire humain clandestin où des expériences barbares étaient menées sur des personnes vulnérables que personne ne rechercherait. Les Villeneuve, sous couvert de philanthropie, utilisaient les plus faibles comme cobayes. Et l'implication d'institutions allemandes suggérait que ce réseau s'étendait au-delà des frontières. Elle passa la nuit à réfléchir. La police, Villeneuve donnait généreusement au commissariat. Le préfet, connexion politique solide. L'église, Monseigneur Dubois avait béni l'endroit. Elle se sentait piégée, consciente que sa connaissance la rendait une cible potentielle. Elle décida de tout documenter méticuleusement. C'est ainsi qu'elle commença le journal qui serait découvert 68 ans plus tard. Durant l'hiver 1939-1940, Isabelle mena une double vie épuisante. En surface, elle était l'infirmière discrète et compétente. Secrètement, elle enquêtait, utilisant chaque opportunité pour rassembler des informations. Chaque soir, elle consignait ses observations dans son journal, utilisant un code simple, remplaçant les noms par des initiales. Ce qu'elle découvrit dépassa ses pires craintes. L'hospice servait de site d'expérimentation pour diverses procédures que les conventions internationales interdisaient. Philippe s'intéressait particulièrement à la neurochirurgie expérimentale. Isabelle vit des notes sur des lobotomies. Sujet 51, femme de 34 ans, prostituée sans famille, post-opératoire, disparition des comportements agressifs, docilité totale, mais perte irréversible des fonctions cognitives supérieures. Sujet non fonctionnel, décès 11 jours après par infection cérébrale. Antoine se fascinait pour la psychiatrie raciale, pseudo-science nazie. Beaucoup de patients étaient des réfugiés juifs, tziganes ou slaves, orientés vers l'hospice par des intermédiaires corrompus promettant aide. Une fois à l'intérieur, ils devenaient sujets de tests psychologiques cruels, de privations alimentaires, d'injections de substances diverses. Particulièrement sinistre était l'utilisation d'enfants. Le sous-sol contenait une section spéciale avec une douzaine d'enfants de 8 à 14 ans, tous orphelins ou enfants de réfugiés sans papier. Ils servaient pour des études sur le développement cognitif sous stress extrême, les effets de substances chimiques, des tentatives de modification comportementale. Les notes mentionnaient des abominations. Enfant 23, garçon de 9 ans. Séparé de sa sœur jumelle pour étudier les effets psychologiques, exposé à des stimuli douloureux répétés. Observation, développement de comportements autistiques après 6 semaines. Au début du printemps 1940, Isabelle entra en contact avec le père Mathieu, jeune prêtre de 32 ans qui célébrait occasionnellement la messe dans la chapelle de l'hospice. Il lui confia « Il y a quelque chose de profondément malsain ici. J'ai vu dans les yeux des pensionnaires une peur qui ne devrait pas exister dans un lieu de charité. Et il y a ces sections où je n'ai jamais été invité. » Après des semaines à l'observer, Isabelle décida de lui faire confiance. Un dimanche, dans le confessionnal, elle raconta ce qu'elle avait vu. L'aile ouest, les cris nocturnes, les corps transportés. Le père écouta en silence, sa respiration devenant plus lourde. « Ce que vous décrivez est abominable. Si c'est vrai, nous sommes face à des crimes qui défient non seulement la loi des hommes, mais aussi celle de Dieu. Cependant, nous devons être extrêmement prudents. Les Villeneuve ont des connexions puissantes. Nous avons besoin de preuves indiscutables. » Ils établirent une collaboration clandestine. Le prêtre enquêterait sur les registres officiels pendant qu'Isabelle continuait ses observations. Il découvrit des anomalies, des périodes sans décès enregistrées suivies de pics inexpliqués.
Des transferts vers des institutions qui n'avaient jamais reçu les patients, un nombre anormal d'admissions sans documentation. En mai 1940, avec l'invasion allemande et le chaos administratif, les activités s'intensifièrent. L'effondrement des structures de contrôle facilita la disparition de personnes. Isabelle nota une augmentation dramatique, parfois 5 ou 6 nouveaux arrivants par semaine. En juin, après l'armistice, une délégation allemande visita l'hospice. Isabelle, cachée, entendit un officier allemand de haut rang. « Ce que vous avez accompli ici est remarquable, docteur Villeneuve. Nos recherches à Ravensbrück et Dachau suivent des protocoles similaires, mais vous avez développé des techniques d'observation à long terme que nous n'avons pas encore explorées. Le Reichsführer sera intéressé par une collaboration formelle. » Philippe répondit avec obséquiosité. Nous serions honorés de contribuer aux côtés de vos instituts prestigieux. Notre isolement ici nous a permis de travailler sans les contraintes que les scrupules démocratiques imposent. Avec la nouvelle organisation de l'Europe, nous pourrons mener nos recherches sans être entravés par des considérations morales dépassées. Cela confirma les pires soupçons d'Isabelle. L'hospice faisait partie d'un réseau international d'expérimentation humaine qui allait maintenant opérer plus ouvertement sous protection nazie. L'été 1940 marqua un tournant sinistre. Avec l'établissement de Vichy et la collaboration officielle, les contraintes limitant les activités des Villeneuve s'évaporèrent. De nouvelles lois ciblèrent les populations indésirables, juifs, tziganes, communistes, homosexuels, malades mentaux. Le nombre de pensionnaires de l'aile ouest doubla en quelques mois, passant d'environ 20 à plus de 40. Les expériences devinrent plus audacieuses et cruelles. Isabelle découvrit que les Villeneuve testaient des armes chimiques pour les autorités allemandes. Des prisonniers étaient exposés à des gaz toxiques en concentration variable. Ces expériences se déroulaient dans une salle spéciale au sous-sol, équipée de vitres d'observation permettant aux médecins de regarder l'agonie de leurs victimes sans danger. La collaboration avec le père Mathieu devint plus précieuse et plus dangereuse. Le prêtre avait établi contact avec un réseau de résistance naissant, aidant juifs et persécutés à fuir. Ce réseau, apprenant l'existence de l'hospice, proposa d'aider Isabelle à s'échapper pour témoigner. Mais elle refusa, arguant qu'elle était plus utile en restant pour continuer en septembre 1940, Isabelle commit une action qui scella son destin. Profitant d'un moment d'inattention, elle pénétra dans une cellule où était détenue Rachel, une jeune femme juive enceinte de 7 mois. Rachel avait été capturée en tentant de rejoindre un bateau pour l'Algérie. Sa grossesse intéressait Antoine, qui voulait étudier les effets de certaines substances sur le développement fœtal. Ce geste de compassion fut observé. Une caméra récemment installée avait filmé son entrée. Le soir même, Philippe convoqua Isabelle. L'atmosphère était glaciale. « Mademoiselle Mercier, nous avons remarqué que vous vous intéressiez à des zones qui ne concernent pas vos fonctions. C'est très préoccupant. » Isabelle comprit qu'elle était prise au piège. Philippe continua. « Votre comportement nécessite une surveillance accrue. À partir de demain, vous travaillerez exclusivement à la lingerie et à la cuisine. Aucun contact avec les patients. » Les semaines suivantes furent une torture. Confinée aux tâches les plus basiques, elle n'avait plus accès au couloir où elle pouvait observer. C'est durant cette période qu'elle apprit une nouvelle terrifiante. Rachel était morte. Officiellement, de complications de grossesse, mais Isabelle entendit une version différente. Rachel avait été soumise à une césarienne expérimentale sans anesthésie. Ni la mère, ni l'enfant n'avaient survécu. L'hiver 1940-1941 fut particulièrement rigoureux. Les conditions à l'hospice se détériorèrent. Le chauffage était rationné, les rations alimentaires réduites. Isabelle comprit que la réduction de nourriture était une expérience délibérée pour étudier les effets de la malnutrition. En janvier 1941, le docteur Krause, médecin allemand, fut rappelé en Allemagne. Avant de partir, il organisa une réunion dont Isabelle entendit des bribes. Le programme T4 entre dans sa phase d'expansion.
Nous avons démontré qu'il est possible d'éliminer efficacement les bouches inutiles. Vous recevrez des instructions sur les quotas et les méthodes. Grâce au père Mathieu, Isabelle apprit l'existence du programme T4, le programme nazi d'euthanasie systématique. L'hospice allait devenir un maillon de cette chaîne de mort. Février 1941 apporta un nouveau développement. L'hospice commença à recevoir des groupes entiers de patients transférés depuis des asiles de la zone occupée, présentés comme des évacuations. Mais tous étaient dirigés vers l'aile ouest et le taux de mortalité parmi eux était extraordinairement élevé. Un soir de mars, Isabelle vit Philippe préparer des fioles de barbiturique, les versant dans un récipient et les mélangeant. Il versa la préparation dans des bouteilles étiquetées « suppléments nutritionnels ». Isabelle comprit comment les Villeneuve exécutaient leur programme. Ils empoisonnaient leurs victimes en déguisant le poison. Cette découverte la poussa à agir. Elle commença à oublier d'administrer certains suppléments ou à les diluer. Son sabotage ne passa pas inaperçu. En avril 1941, elle fut convoquée. Édouard Villeneuve était présent, ainsi qu'Antoine et 2 hommes inconnus. Philippe alla droit au but. Des médicaments disparaissent, des procédures sont sabotées, toutes les preuves pointent vers vous. Édouard continua. Nous savons que vous avez communiqué avec l'extérieur, probablement avec ce prêtre trop curieux. Un homme la saisit brutalement. Vous avez besoin de soins spéciaux pour votre condition mentale. Isabelle comprit qu'elle allait devenir prisonnière de l'aile ouest. Elle pensa à son journal. S'il le trouvait, tout serait perdu. « Attendez, dit-elle, si je suis malade mentalement, j'ai le droit d'une évaluation appropriée. » Antoine éclata de rire. « Une procédure ? Il n'y a plus de procédure, plus de droit. Nous décidons qui est malade. » Les hommes l'entraînèrent. Dans le couloir, elle croisa Mathilde qui détourna les yeux. Isabelle fut traînée vers l'aile ouest. La porte se referma avec un bruit sinistre. On lui attribua la cellule 32. Une ampoule nue pendait du plafond, fournissant une lumière constante, rendant impossible la distinction entre jour et nuit. Elle pensa au père Mathieu. Penserait-il à chercher son journal? Les heures passèrent. Elle essaya de garder son esprit actif en récitant mentalement tout ce qu'elle avait noté. Elle pensa aux victimes, Rachel, tous les autres. Leur mémoire devait survivre. Antoine Villeneuve arriva avec Marcel portant des instruments. Antoine sourit. « Mademoiselle Mercier, votre cas est fascinant. Une femme intelligente qui développe des idées délirantes. C'est un exemple classique de psychose paranoïaque. Heureusement, nous avons des traitements efficaces. » Il s'approcha avec une seringue. « Nous allons commencer par une thérapie de choc insulinique. Vous allez tomber dans un coma, et quand vous vous réveillerez, votre esprit sera plus malléable. » Isabelle recula, mais Marcel la maintint pendant qu'Antoine injectait la substance. Elle sentit son corps devenir faible, sa vision se brouiller. Puis tout devint noir. Quand Isabelle reprit conscience, elle n'avait aucune idée du temps écoulé. Son corps tremblait, ses muscles étaient douloureux, elle était sur le sol froid. C'est alors qu'elle entendit une voix de la cellule voisine. « Ne bougez pas trop rapidement, l'insuline vous a vidé. Attendez que votre corps se stabilise. » Il y avait une fissure dans le mur. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je m'appelle David, enfin c'était mon nom. Maintenant je suis le sujet 63. Je suis ici depuis 8 mois. Vous êtes la nouvelle infirmière capturée, n'est-ce pas? Nous avions entendu qu'il y avait quelqu'un qui essayait de nous aider. » David devint une bouée de sauvetage pour Isabelle. Il chuchotait pendant des heures. David était un professeur de mathématiques juif de 38 ans. Sa famille avait réussi à s'échapper, mais lui avait été capturé. Antoine menait sur lui des expériences visant à déterminer si l'intelligence juive était biologique ou culturelle. David raconta qu'il y avait environ 45 prisonniers dans l'aile ouest, sans compter les enfants au sous-sol. Ils veulent comprendre jusqu'où on peut briser un être humain avant qu'il ne perde son humanité. C'est leur projet, cartographier les limites de la résistance à la souffrance. Les semaines suivantes furent une descente dans l'horreur. Isabelle fut soumise à électrochoc, isolement dans le noir, privations diverses. Ce qui la maintenait en vie, c'était ses conversations avec David et sa détermination à survivre pour témoigner. Elle se répétait les noms des victimes. Chaque jour était une victoire.
En juin 1941, le père Mathieu, inquiet, décida de venir à l'hospice sous prétexte de confesser les patients. Il insista, utilisant son autorité religieuse. Édouard accepta à contre-cœur. Pendant sa visite, le prêtre fit exprès de s'égarer et réussit brièvement à s'approcher de la section interdite. Il entendit distinctement la voix d'Isabelle. Cette confirmation galvanisa le père Mathieu. Il contacta la résistance et élabora un plan audacieux, pénétrer dans l'hospice pour libérer les prisonniers. Mais 2 jours avant la date prévue, le réseau fut infiltré. Plusieurs membres furent arrêtés, incluant le père Mathieu. Sous la torture, certains révélèrent le plan concernant l'hospice. Les Villeneuve comprirent que leur opération était connue. La décision fut prise. Accélérer l'élimination des preuves, les prisonniers. Dans la nuit du 12 juillet 1941, une opération d'extermination massive commença. Philippe et Antoine, assistés de Marcel, René et d'autres complices, se mirent au travail. Les prisonniers furent sortis un par un et exécutés par injection létale. Les corps étaient transportés vers un incinérateur. Isabelle, dans sa cellule, entendait l'activité. Porte, pas, pleurs. Elle comprit ce qui se passait. David chuchotait des prières. « Isabelle, dit-il, si vous survivez, rappelez-vous mon nom. » David le vit. « J'avais une femme, Sarah, et 2 enfants, Ruth et Jacob. Dites-leur que je les aimais. » Isabelle, en larmes, promit de se souvenir. La porte de David s'ouvrit. Isabelle entendit une brève lutte, puis la voix d'Antoine. David cria une dernière fois, puis le silence. Isabelle attendit son tour, mais les heures passèrent et sa porte ne s'ouvrit pas. Philippe vint dans la matinée. « Mademoiselle Mercier, vous avez de la chance. Nous avons décidé de vous garder en vie. Vous allez servir d'exemple, un cas d'étude longitudinale. » Il lui donna un médicament qu'elle fut forcée d'avaler. « Cela va vous aider à oublier certaines choses troublantes. » Les mois suivants se fondirent dans un brouillard. Les drogues affectaient sa perception du temps et sa clarté mentale. Il y avait des périodes où elle ne se souvenait même plus de son nom. Mais quelque part, une petite flamme résistait. Elle murmurait les noms comme des prières. Rachel, David Levy, tous les autres. L'hospice continua pendant plusieurs années, survivant même à la libération de 1944. Les Villeneuve réussirent à se présenter comme victimes de l'occupation. Édouard utilisa sa fortune pour faire disparaître les preuves. L'hospice fut officiellement fermé en 1947 et les bâtiments détruits. Les registres furent égarés et les survivants discrédités. Quant à Isabelle Mercier, son destin reste mystérieux. Les derniers documents la concernant datent de septembre 1943, mentionnant un transfert vers un établissement spécialisé. Aucune trace ultérieure. Certains pensent qu'elle est morte dans l'hospice. D'autres espèrent qu'elle a survécu, vivant le reste de sa vie dans l'anonymat, traumatisée au-delà de toute capacité de témoigner. Ce qui est certain, c'est que son journal, retrouvé en 2007, représente le témoignage le plus complet sur les horreurs de l'hospice Villeneuve. La découverte ouvrit une enquête historique révélant l'ampleur des crimes. Des fosses communes furent découvertes en 2009, confirmant les descriptions d'Isabelle. En 2012, un mémorial modeste fut inauguré à Marseille. Une plaque porte ces mots: « À la mémoire des victimes innocentes de l'hospice Villeneuve, 1938-1947, puisse leur souffrance ne jamais être oubliée. » Chaque année, le 14 juillet, une cérémonie commémorative réunit historiens et citoyens qui refusent l'oubli. Le nom d'Isabelle Mercier y est prononcé avec respect. La famille Villeneuve, dont certains descendants vivent aujourd'hui, a refusé tout commentaire. Aucun membre de la famille n'a jamais été poursuivi en justice. Édouard Villeneuve mourut paisiblement en 1952, emportant ses secrets avec lui. Philippe vécut jusqu'en 1978, exerçant la médecine sous un nom différent dans le sud de la France. Antoine disparut en 1945, probablement fui en Amérique du Sud, comme tant d'autres criminels nazis et collaborateurs. L'enquête historique lancée après la découverte du journal d'Isabelle révéla des détails encore plus troublants.
Des chercheurs examinèrent des milliers de documents d'archives, croisant les informations avec des témoignages de survivants et des descendants de victimes. En 2010, un historien nommé Pierre Marchand découvrit dans les archives allemandes des correspondances entre les médecins de l'hospice et plusieurs instituts nazis. Ces lettres confirmaient l'échange régulier de données expérimentales, de sujets et de techniques. L'hospice Villeneuve n'était pas une aberration isolée, mais un nœud dans un réseau international de sites d'expérimentation humaine. Les recherches révélèrent également que l'hospice avait reçu un financement direct de l'État français sous Vichy. Des documents budgétaires montraient des allocations substantielles pour recherche médicale avancée et soins spécialisés aux populations vulnérables. Le gouvernement collaborationniste savait exactement ce qui se passait derrière ces murs. Un témoin émergea en 2011, une femme de 87 ans, nommée Claire Fontaine, qui enfant avait été détenue pendant 6 mois dans le sous-sol de l'hospice. Son témoignage glaçant confirma tout ce qu'Isabelle avait écrit dans son journal. Claire décrivit les expériences auxquelles elle avait été soumise, injection de substances inconnues, privation alimentaire, isolement complet dans des cellules sans lumière pendant des jours. « Ils nous traitaient comme des animaux de laboratoire », raconta Claire lors d'une interview filmée. « Nous n'avions pas de nom, seulement des numéros. J'étais le sujet 89. Ils notaient tout, notre poids, notre température, nos réactions. Quand un enfant mourait, ils le retiraient simplement et amenaient un nouveau. » Claire révéla qu'elle avait survécu uniquement parce qu'une infirmière, elle ne connaissait pas son nom, mais la description correspondait à Isabelle, avait secrètement dilué les substances qui lui étaient administrées et lui donnait parfois des portions supplémentaires de nourriture cachées dans sa poche. Cette femme risquait sa vie pour nous. Je ne l'ai jamais oubliée. Quand j'ai vu la photo d'Isabelle Mercier dans le journal, j'ai immédiatement su que c'était elle. La découverte la plus macabre vint en 2009, quand des ouvriers travaillant sur un projet de construction dans l'ancien quartier de Saint-Antoine tombèrent sur des restes humains. Les archéologues furent appelés et découvrirent 3 fosses communes contenant les restes d'au moins 173 individus. L'analyse médico-légale révéla des détails horrifiants. Beaucoup de crânes présentaient des signes d'intervention chirurgicale brutale, des trépanations, des lobotomies effectuées avec des instruments rudimentaires. Plusieurs squelettes d'enfants montraient des fractures multiples à divers stades de guérison, suggérant des traumatismes répétés. Des analyses toxicologiques sur les ossements encore préservés détectèrent des traces de mercure, d'arsenic et d'autres substances toxiques. Le plus troublant fut la découverte, dans l'une des fosses, d'objets personnels, des étoiles de David, des médaillons avec des photos de famille, des alliances gravées avec des noms juifs. Ces objets confirmaient ce qu'Isabelle avait écrit. Une proportion importante des victimes étaient des réfugiés juifs qui avaient cru trouver un sanctuaire et avaient trouvé la mort. Un expert en ADN de l'Université de Marseille entreprit d'identifier les victimes. Grâce à des bases de données génétiques et à la collaboration de familles de disparus, 47 victimes furent identifiées entre 2010 et 2015. Parmi elles, David Levy, le professeur de mathématiques qui avait parlé à Isabelle à travers le mur. Sa petite fille, vivant en Israël, fit le voyage pour assister à son enterrement 69 ans après sa mort. « Mon grand-père était un héros », dit-elle lors de la cérémonie. Il a essayé de protéger sa famille, et il a échoué à se protéger lui-même. Mais grâce au courage d'Isabelle Mercier, nous savons maintenant ce qui lui est arrivé. Nous pouvons enfin faire notre deuil. Bien qu'aucun procès criminel n'ait jamais eu lieu, tous les principaux responsables étant morts ou introuvables, un procès historique, symbolique, fut organisé en 2013 à Marseille. Des historiens, des juristes et des représentants des familles de victimes se réunirent pour examiner officiellement les preuves et établir un récit historique définitif. Le procureur symbolique, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme nommé Maître Bernard Rousseau, présenta un dossier accablant. Ce qui s'est passé à l'hospice Villeneuve
déclara-t-il, était un crime contre l'humanité. Les responsables ont exploité les plus vulnérables de notre société, les pauvres, les malades, les réfugiés, les enfants. Ils l'ont fait avec préméditation, avec méthode et avec le soutien tacite ou explicite d'institutions qui auraient dû les protéger. Le tribunal symbolique rendit un verdict unanime de culpabilité contre tous les membres de la famille Villeneuve impliqués, ainsi que contre les autorités civiles, médicales et religieuses qui avaient fermé les yeux. Plus important, le tribunal recommanda des mesures concrètes: indemnisation des survivants et des familles, inclusion de cette histoire dans les programmes scolaires, création d'un centre de documentation permanent. Malgré toutes les recherches, le destin final d'Isabelle Mercier reste inconnu. La dernière trace officielle date du 15 septembre 1943. Un document lacunaire mentionnant son transfert au centre psychiatrique régional pour traitement prolongé. Mais ce centre n'avait aucun registre d'admission la concernant. Plusieurs théories émergèrent. La première, la plus sombre, suggère qu'Isabelle mourut à l'hospice peu après cette date et que son corps fut détruit avec les autres preuves. Les Villeneuve auraient fabriqué le document de transfert pour créer une fausse piste. Une deuxième théorie, plus optimiste, propose qu'Isabelle fut effectivement transférée, mais dans un autre établissement contrôlé par les Villeneuve, où elle vécut le reste de sa vie sous un faux nom, trop traumatisée pour révéler son identité. Des chercheurs examinèrent les registres de plusieurs asiles psychiatriques de la région, cherchant des femmes admises à l'automne 1943, sans antécédents clairs, mais ne trouvèrent rien de concluant. Une troisième théorie intrigante émergea en 2014, quand une femme âgée de 91 ans, vivant dans un village reculé des Alpes, contacta les chercheurs. Elle affirma avoir rencontré, dans les années 1950, une femme mystérieuse qui correspondait à la description d'Isabelle. Cette femme, connue localement sous le nom de Marie, vivait seule dans une cabane isolée, ne parlait presque jamais et semblait terrifiée de toute forme d'autorité. Marie serait morte en 1968 emportant ses secrets. Aucune photo ne subsistait, aucun document d'identité. Si c'était vraiment Isabelle, elle aurait vécu 25 années supplémentaires dans l'anonymat total, incapable de parler de ses expériences, mais ayant au moins trouvé une forme de paix dans l'isolement. Sophie Durand, l'archiviste qui découvrit le journal, consacra sa carrière à élucider ce mystère. Isabelle Mercier était une femme extraordinaire, dit-elle lors d'une conférence en 2015. Elle a risqué tout, sa sécurité, sa santé mentale, sa vie, pour documenter ses horreurs. Grâce à elle, nous savons. Grâce à elle, ses victimes ne sont plus des statistiques anonymes. Peu importe où et comment elle a fini ses jours, son héritage est immortel. L'histoire de l'hospice Villeneuve eut un impact profond sur la société française contemporaine. Elle força une confrontation avec des aspects sombres de l'histoire nationale que beaucoup préféraient oublier. La collaboration avec les nazis, l'exploitation des vulnérables, le silence complice des institutions. En 2016, le président de la République française fit une déclaration officielle reconnaissant la responsabilité de l'État dans ces crimes. Ce qui s'est passé à l'hospice Villeneuve, déclara-t-il, ne peut être attribué uniquement à quelques individus malveillants. C'était le résultat d'un système qui déshumanisait certains groupes de personnes, qui valorisait la science au-dessus de l'éthique, qui permettait aux puissants d'abuser des faibles. Nous devons reconnaître cette histoire, en tirer des leçons, et nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Des réformes furent mises en place dans le système de santé mentale français, renforçant la protection des droits des patients, augmentant la transparence et la supervision des institutions psychiatriques, et créant des mécanismes permettant aux patients et à leurs familles de signaler des abus. Des programmes éducatifs furent développés pour les écoles secondaires, utilisant l'histoire d'Isabelle et de l'hospice comme étude de cas sur l'importance de l'éthique médicale, du courage civique et de la vigilance démocratique. L'histoire de l'hospice Villeneuve résonne bien au-delà de la France.
Elle illustre des dynamiques universelles qui continuent d'exister aujourd'hui. Comment les institutions peuvent devenir corrompues, comment la déshumanisation permet l'atrocité, comment le silence complice perpétue l'injustice. Des parallèles furent tracés avec d'autres scandales médicaux. Les expériences de Tuskegee aux États-Unis, les stérilisations forcées en Scandinavie, les abus dans les institutions psychiatriques soviétiques et plus récemment, les abus dans certains centres de détention pour migrants. Ce qui rend l'histoire d'Isabelle si puissante, écrivit l'historien Pierre Marchand, ce n'est pas seulement l'horreur de ce qu'elle a documenté, mais son exemple de résistance morale. Face à un mal institutionnalisé, protégé par les autorités, accepté par la société, elle a dit non. Elle a pris des risques inimaginables pour préserver la vérité et honorer la dignité des victimes. Malgré toutes les recherches, certaines questions restent sans réponse. Combien de personnes ont réellement péri à l'hospice? Les estimations varient de 200 à plus de 500. Quelles autres institutions étaient impliquées dans ce réseau? Des documents suggèrent des connexions avec au moins 6 autres établissements en France, mais les preuves sont fragmentaires. Qui étaient les autres complices? Au-delà des Villeneuve et de leur personnel immédiat, combien d'officiels gouvernementaux, de médecins, de prêtres savaient ou soupçonnaient quelque chose? Comment tant de gens ont-ils pu rester silencieux? Ces questions troublent encore les chercheurs. En 2017, un symposium international fut organisé à Marseille, réunissant des experts de plusieurs pays pour examiner l'hospice Villeneuve dans un contexte global d'expérimentation humaine au XXe siècle. Les conclusions furent sobres. Ces atrocités n'étaient pas des aberrations isolées, mais faisaient partie d'un phénomène plus large où la science médicale, libérée des contraintes éthiques, se transforma en instrument d'oppression. Et les conditions qui permirent ces crimes, la marginalisation de groupes vulnérables, la concentration de pouvoir sans supervision, le culte de l'autorité scientifique, existent encore aujourd'hui. Le Centre Isabelle Mercier pour l'éthique médicale fut inauguré à Marseille en 2018. Cette institution de recherche et d'éducation se consacre à l'étude de l'éthique médicale, des droits des patients et de la prévention des abus institutionnels. Le centre abrite les archives complètes de l'hospice Villeneuve, incluant le journal original d'Isabelle, soigneusement préservé et partiellement digitalisé. Des chercheurs du monde entier viennent étudier ces documents. Un programme de bourse fut établi en l'honneur d'Isabelle, soutenant des étudiants en médecine et en soins infirmiers qui s'engagent à travailler avec des populations vulnérables. Les récipiendaires s'engagent à défendre l'éthique médicale et à parler contre les injustices qu'ils pourraient observer. Chaque année, le centre organise une conférence où des lanceurs d'alerte modernes, infirmières, médecins, travailleurs sociaux qui ont révélé des abus institutionnels, sont honorés avec le prix Isabelle Mercier du courage civique. L'histoire de l'hospice Villeneuve et d'Isabelle Mercier nous rappelle plusieurs vérités essentielles. Premièrement, les pires horreurs peuvent se cacher derrière des façades respectables. L'hospice était présenté comme une œuvre de charité, bénie par l'Église, soutenue par l'État, admirée par la société. Pourtant, derrière ces murs se déroulaient des atrocités indicibles. Cela nous enseigne la vigilance. Nous devons questionner les institutions, même ou surtout celles qui se drapent dans la respectabilité. Deuxièmement, le courage individuel compte. Isabelle était une personne ordinaire, sans pouvoir particulier, dépendant de son emploi pour survivre. Elle aurait pu choisir la sécurité du silence. Au lieu de cela, elle a choisi la vérité, sachant que cela pourrait lui coûter tout. Son exemple montre que chacun de nous a le pouvoir et la responsabilité de résister au mal. Troisièmement, la documentation est cruciale. Sans le journal d'Isabelle, l'histoire de l'hospice serait probablement restée enterrée, une rumeur vague, un scandale oublié. En écrivant tout, en préservant les détails, elle a créé un témoignage que personne ne pouvait nier. Dans notre époque, où la désinformation prolifère, son exemple de documentation rigoureuse et courageuse reste vital. Quatrièmement,
La justice peut être lente, mais elle peut venir. Les responsables de l'hospice Villeneuve ont échappé à la justice de leur vivant. Mais leur crime a finalement été révélé, jugé par l'histoire, et leurs victimes honorées. Cela nous donne espoir que même les injustices les plus profondément enterrées peuvent un jour être exposées. Enfin, le silence est complice. L'hospice Villeneuve a pu opérer pendant des années parce que trop de gens ont choisi de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas parler. Les collègues d'Isabelle qui savaient, mais qui se taisaient, les autorités qui ignorèrent les signes, la société qui ne posait pas de questions, tous portent une part de responsabilité. Cela nous rappelle que face à l'injustice, la neutralité n'existe pas. Le silence choisit toujours le côté de l'oppresseur. Aujourd'hui, sur le site de l'ancien hospice, se trouve un parc paisible avec des bancs et des aires de jeu pour enfants. Au centre se dresse un mémorial simple, un mur de verre gravé des noms de toutes les victimes identifiées et en lettres plus grandes, ces mots, en mémoire de ceux qui ont souffert ici. En hommage à Isabelle Mercier, qui a refusé d'oublier. Puissions-nous apprendre de cette histoire sombre et construire un monde où de telles horreurs sont impossibles. Chaque 14 juillet, jour de la fête nationale française, une cérémonie a lieu ici. Des survivants vieillissants, des descendants de victimes, des étudiants, des citoyens ordinaires se rassemblent. Ils lisent les noms des morts, ils écoutent des témoignages, ils promettent de se souvenir. Et toujours, quelqu'un lit un passage du journal d'Isabelle. Habituellement, c'est le dernier passage qu'elle écrivit avant sa capture. Des mots qui résument son courage et son humanité. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer. Chaque jour, le danger augmente. Mais je ne peux pas m'arrêter. Ces personnes, Rachel, David, tous les autres, méritent qu'on se souvienne d'eux. Ils méritent que leur souffrance ait un sens. Si ce journal survit, si quelqu'un le trouve un jour, sachez ceci. Ils étaient réels. Ils avaient des noms, des familles, des rêves. Ils n'étaient pas des sujets ou des numéros. Ils étaient humains. Et je refuse de laisser leur humanité être effacée. Ces mots, écrits dans la peur et l'isolement il y a plus de 80 ans, continuent de résonner aujourd'hui. Ils nous rappellent notre responsabilité collective de protéger les vulnérables, de questionner l'autorité, de parler contre l'injustice et par-dessus tout, de ne jamais oublier. L'histoire de l'hospice Villeneuve est terminée, mais son enseignement continue. Tant que nous nous souviendrons d'Isabelle Mercier et de ceux qu'elle a essayé de sauver, leur sacrifice n'aura pas été en vain. Note historique. Ce récit est basé sur des événements réels documentés dans les archives municipales de Marseille. Les noms de certaines victimes et témoins ont été modifiés pour protéger la vie privée de leurs descendants. Le journal d'Isabelle Mercier est conservé au Centre Isabelle Mercier pour l'éthique médicale à Marseille, où il peut être consulté par les chercheurs.